Et bienvenue à nouveau tout le monde. Je vais remercier nos commanditaires, PNBC, Stratégie pour le réseau de douleurs chroniques, l'Institut de recherche en santé, l'Institut musculaire, un partenariat pour l'engagement de patients dans des projets de recherche sur la douleur, PEPPER, et Santé Canada. Plusieurs de nos présentateurs vont partager des témoignages, des histoires qui sont façonnées par leurs expériences vécues individuelles. Les vues exprimées ne représentent pas nécessairement les opinions de Santé Canada ni de nos commanditaires. Souvenez-vous que ces séances sont enregistrées et seront rendues disponibles à la fin de la conférence sur le canal YouTube de Douleur Canada, Pain Canada. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont partagé leur chemin de vie et leurs trucs pour vivre avec la douleur. Ces trucs, ces conseils seront affichés sur le site web de Pain Canada et des ressources pour les personnes vivant avec la douleur seront également envoyées avec les enregistrements après la conférence. Donc, bienvenue à la troisième séance d'aujourd'hui, la neurodiversité et la douleur. On vous rappelle que les séances d'aujourd'hui seront enregistrées. Nous avons de l'interprétation en français ainsi que des sous-titres disponibles pour vous. Et maintenant, je vais passer la parole à Jenny. Bonne chance à tout le monde. Merci, Thérèse. Bienvenue à tous. Je m'appelle Jenny Lorca et je suis une invitée non invitée et une colonisatrice de couleur sur les territoires traditionnels non cédés et volés des Premières Nations Saint-Lich-de-la-Côte, qui est connue sous le nom de la grande région métropolitaine de Vancouver. Je suis une personne qui est Gémeaux, handicapée, auto-identifiée. Et si ce n'est pas évident actuellement, on sait que la neurodivergence a une présence très forte auprès de notre comité directeur. Et je sais que c'est un sujet très évident parmi les membres de la communauté, qu'on n'a pas souvent la chance d'en parler et d'interagir. Alors, Alex, vous allez voir, quand ce sujet a été proposé, j'ai levé la main pour l'animer parce que je savais que ce serait une très bonne chose. Pour qu'on ait une idée de ce que nous allons couvrir aujourd'hui, je vais simplement mettre quelques diapos. Est-ce que tout le monde peut les voir? Bon, je vais passer à travers ces diapos pour que vous voyez ce dont nous allons discuter comme un agenda visuel, puis je reviendrai à vous pour présenter nos conférenciers si ça fonctionne. Voici nos conférenciers. Kathleen Berner, Lindsay Wilson, Alex Haggard. Euh, Malheureusement, Desmond Williams ne pouvait pas être avec lui. Nous savons que sa sagesse et sa présence est présente dans cette conversation et à travers toutes nos vies. Nous allons passer par certaines définitions choisies et d'autres définitions choisies. Nous allons parler de nos cheminements diagnostiques compliqués. Nous allons parler aussi de nos expériences dans le domaine et nos réflexions sur l'intersectionnalité dans le contexte de la douleur chronique et persistante. Et nous allons parler d'approches neuroaffirmatrices à la prise en charge clinique, l'autogestion soutenue. Et finalement, nous aurons un peu d'espace pour des questions et des commentaires. Bon, je sais que ce sujet est très vaste et a plusieurs facettes. Il est impossible de tout couvrir dans le temps que nous avons, mais nous espérons à tout le moins que cette conversation pourra aiguiser votre curiosité et peut-être augmenter votre conscience et votre compréhension. Particulièrement pour les personnes comme nous, comme la plupart d'entre nous dans ce panel, qui se trouvent à l'intersection complexe de la neurodivergence et de la douleur. Nous espérons que vous apercevez que vous n'êtes pas aussi solitaire que vous vous sentez quelquefois. J'espère que ça vous a totalement convaincu. Maintenant, laissez-moi vous présenter ces merveilleuses personnes qui sont les architectes de la conversation. Nous allons voir. Alex Legard. Euh,
Alex Haggard est une chercheure en design autistique et patiente partenaire dont la façon favorite de gérer sa douleur chronique. En plus de ses médicaments, elle a des chiens sous sa couverture, des petits trucs de vie qu'elle nous a présentés lundi. Et il y a une autre séance sur la cartographie des priorités de recherche en douleur qui nous arrivera vendredi. J'ai très hâte de la voir. Deuxièmement, Lindsay Wolfson, elle a plusieurs casquettes, chercheuse en santé, éducatrice en santé sexuelle et une maîtrise, une travailleuse sociale avec une maîtrise, une très bonne amie et a tendance de se renverser de l'eau sur elle-même, elle a une tendance à frapper les portes, les murs, les canaux et les quais. Je ne peux pas porter de blanc à cause de ces choses-là. Et la conscience faciale, l'attention et la coordination ne sont pas non plus mes points forts. Et Caitlin Berner est une chercheure, est une psychologue clinique autorisée qui a une passion par rapport à l'équité en santé pour les jeunes personnes vivant avec des douleurs chroniques et qui apporte sa propre expérience vécue de maladies chroniques et de neurodiversité dans son travail. Caitlin, je sais que vous allez parler d'approche neuroaffirmatrice aux soins plus tard. Le fait que vous soyez une clinicienne neurodivergente, ça vous fait de vous la parfaite licorne. Alors, merci et bienvenue. Juste quelques mots maintenant à propos de notre ami Desmond Williams, qui ne peut pas être ici aujourd'hui. Il a beaucoup aidé à, il a co-élaboré cette session. Et c'est une grande perte qu'il ne puisse pas être avec nous. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons quand même vous donner les ressources qu'il vous aurait fournies pour que vous puissiez vous connecter avec le travail qu'il accomplit, y compris le partenariat pour l'engagement des personnes dans la recherche sur la douleur, un nouveau balado qui s'appelle, oh mon Dieu, preuve vivante, l'expérience comme évidence. Allez vérifier, pas parce que je suis dedans nécessairement, mais parce que c'est très bon. Alors, faisons cela. Bienvenue, mes amis. Commençons par avant de commencer, donnez-moi un instant pour mettre ces diapos. J'essaie d'être aussi transparente que possible ici. En fait, Kathleen, est-ce que je peux vous inviter un peu à parler de des définitions de la neurodivergence et de la neurodiversité pendant que j'essaie de trouver mon chemin dans les diapos? Pas de problème, certainement. Alors, euh, pour que nous utilisions tous une terminologie commune ici, je dis ça avec grand respect, en reconnaissant que tout le monde a son propre langage, sa propre façon de parler de la neurodiversité, la neurodivergence et de ses propres identités individuelles. D'ailleurs, ce dont nous allons parler dans cette séance, quand on parle de neurodiversité, de neurodivergence, c'est d'avoir un esprit, un système nerveux qui fonctionne différemment de la façon dont la société s'attend à ce que ça marche. C'est comme un terme parapluie qui peut inclure plusieurs conditions, troubles, identité, diagnostic, y compris l'autisme, troubles d'attention avec hyperactivité, incapacité d'apprentissage, santé mentale chronique et problèmes de consommation de substances et certaines autres maladies chroniques. Et le terme a été introduit pour reconnaître que ces différences sont des variations naturelles dans les cerveaux humains et positionner les exploitants de la société. Puis c'est ça qui est le problème, plutôt que de considérer ces différences ou ces variations naturelles comme quelque chose qui est incorrect ou anormal. Et beaucoup de notre mouvement est là pour résister à un grand nombre de termes qui ont été utilisés, qui avaient beaucoup de stigmatisation et de pathologisation qui leur étaient alliés. Le terme neurotypique que l'on utilise pour décrire un esprit, un système nerveux qui fonctionne de la façon que la société s'y attend et la façon que les gens essaient de s'accommoder à la société. Et on parle de neuronormatif pour ces normes sociétales qui privilégient et priorisent ces façons neurotypiques de penser et d'être, et ceci chevauche un grand nombre des concepts de capacitisme avec lesquels vous êtes familiers. Et sur la prochaine diapo, on mentionne un petit peu euh, d'abord, qu'on respecte véritablement le droit à l'auto-identité. Votre langage peut être différent du nôtre. Et j'espère qu'on pourra tous se rassembler et apprendre les uns des autres et respecter nos préférences individuelles. Certaines personnes préfèrent un langage fondé sur la personne. Par exemple, on parle d'une personne qui a syndrome d'alcoolisme fœtal par rapport
Cette préférence diffère d'une personne à l'autre et d'un groupe à l'autre. Et dans la plupart des cas, il n'y a pas d'ensemble qui fait consensus quant à l'utilisation des différents termes. Tout le monde a le droit d'avoir ses propres impressions, ses propres expériences de ces termes. Il y a souvent beaucoup de sentiments et d'émotions qui sont attachés à ces termes selon la façon dont vous avez été élevé dans la société, etc., et qui a façonné comment vous voyez les choses et les communautés avec lesquelles vous vous associez. Et on voulait parler un petit peu de l'autodiagnostic, parce que c'est très pertinent, particulièrement dans les communautés neurodiverses, où on est souvent obsédé pour obtenir un diagnostic officiel qui n'est pas accessible. Et dans ce cas-ci, ça peut devenir particulièrement complexe si vous avez à la fois de la neurodivergence ainsi que la douleur chronique ou une maladie chronique. Donc, l'autodiagnostic, c'est lorsque quelqu'un s'identifie avec un diagnostic ou une étiquette en fonction de sa propre recherche, sa propre réflexion autonome. Alors, c'est pas reconnu comme un diagnostic médical et souvent, c'est le diagnostic médical qui est requis pour avoir accès à certains soutiens, à certaines ressources. Et le processus de s'engager, de réfléchir à son propre autodiagnostic peut être très signifiant pour vous aider à vous comprendre vous-même et aussi pour comprendre certains des obstacles systémiques qui peuvent vous empêcher d'avoir accès à un diagnostic officiel avec un fournisseur de soins de santé éclairé et affirmatif dans le domaine de la neurodiversité et de la douleur chronique. Alors, c'est un peu la terminologie qu'on va utiliser aujourd'hui. J'espère que ça nous reste à table un peu pour certaines des conversations que nous allons avoir. Merci, merci, Caitlin. Encore une fois, prouver que vous avez prouvé que vous êtes une vraie licorne. Parlons des cheminements diagnostiques complexes. Je sais que dans la description de séance qu'on a pondue, on a dit que les expériences des personnes neurodivergentes qui ont de la douleur chronique peuvent être différentes des personnes neurotypiques, ce qui cause des complications du côté du diagnostic, du traitement, et parce qu'on peut aussi vivre la douleur différemment ou à cause de la stigmatisation ou de l'incroyance de la part des fournisseurs de santé. Et je sais que chacun d'entre nous, on a nos propres façons d'apprendre à notre sujet avec notre neurodiversité. Et je vais commencer par Alex pour qu'elle nous parle de son expérience. Oui, et parlant d'autodiagnostic, je pense que c'est un bon point de départ ici. Je devrais dire que mes intérêts, c'est que je suis autistique. Je suis autodiagnostiqué comme autiste, en fait. Je me souviens encore la première fois que j'ai découvert une chose. C'était au moment où encore où Asperger était un diagnostic. J'avais lu à propos d'Asperger, c'était avant que Wikipédia existe. Et c'était plus difficile de trouver des choses, surtout parce que j'ai grandi dans l'Ontario rural. Et je me souviens encore la première fois que j'ai découvert ce terme, Asperger. Et d'un coup, je croyais que j'avais peut-être une explication potentielle de toutes les choses qui n'allaient pas, là, entre guillemets, chez moi. Je dis que ça ne va pas pour ma toute vie jusqu'à ce moment. J'avais 17 ans ou 18 ans quand j'ai découvert ça, en fait. J'avais passé une grande partie de ma vie à voir qu'est-ce qui n'allait pas avec moi. Pourquoi j'avais une espèce de colère subite, pourquoi lorsque ma mère déplaçait les choses dans ma chambre et les remettait dans un endroit différent où elle trempait ma brosse à cheveux et la laissait pleine d'eau et que ça touchait mon cuir chevelu, ça me mettait en colère et ça pelait la peau sur mon cuir chevelu, littéralement. Pourquoi est-ce que je ne pouvais pas m'adapter à des changements de plans subis et pourquoi là, les gens me donnaient des instructions verbales et je n'étais pas capable de comprendre ce qu'ils essayaient de me dire. La première fois où j'ai commencé à voir ça, c'est le premier moment d'auto-reconnaissance de moi-même, hein, parce que j'ai passé la plus grande partie de mon enfance à imaginer que j'étais un alien qui avait atterri sur la Terre, sur la planète Terre. J'ai appris plus tard que c'est quelque chose de très courant chez les enfants autistes. C'est une façon pour eux de penser à eux-mêmes et c'est un premier moment de reconnaissance que j'ai eu chez d'autres personnes aussi. Et puis, à la fin de la vingtaine, quand les médias sociaux sont devenus plus courants et je suis devenu plus active sur les médias sociaux, j'ai commencé à devenir plus confiante à propos de m'identifier, de me dire que j'étais autiste, de trouver une communauté avec d'autres personnes autistes. Et encore une fois, ça a été un processus d'apprentissage tellement profond à propos de moi-même qu'il y a certains épisodes où je me blessais. Je faisais des crises de colère extrêmes et apprendre qu'il y a toujours des façons de gérer ces intrants sensoriels pour ne pas arriver à ce point de meltdown. Et c'est encore un processus d'apprentissage continu. L'an passé, je suis passé par une période
de burn-out autistique. Si les gens ne connaissent pas le terme, c'est un petit peu différent de la façon dont tu utilises le terme burn-out de façon courante. C'est un peu ce qui se produit quand un système nerveux qui est sujet à devenir submergé par des intrants et le système nerveux se referme sur lui-même et vous êtes beaucoup plus sujet à des meltdowns. Si vous ne connaissez pas ce terme meltdown, c'est lorsque le système nerveux devient surchargé et ça devient une espèce de manifestation externe, de détresse extrême. Vous faites des bruits, vous pouvez vous frapper vous-même, vous briser des choses. C'est ça le meltdown. Et vous avez aussi dans les shutdowns, vous vous fermez sur vous-même, c'est le contraire. C'est quand vous rentrez à l'intérieur, vous pouvez, dans des cas extrêmes, même devenir catatonique ou devenir incapable de faire des choses de base, par exemple, dans votre vie. Par exemple, si vous allez aller jusqu'à la salle de bain, ça peut vous prendre 3 heures avant de trouver l'énergie, les impulsions nerveuses nécessaires pour coordonner votre corps et vous lever et aller à la salle de bain. Alors, encore une fois, tout ça, ça va être un petit peu quelque chose qui va déclencher des choses chez les gens. Je faisais des recherches sur un subreddit autistique. C'est comme sentir que vous ne voulez pas mourir, mais vous n'avez pas l'énergie de vivre non plus. Ça, c'est une chose qui est vraiment courante dans ma vie. Et quand on regarde des forums sur la dépression, la santé mentale et la suicidalité, ça ne correspond pas tout à fait, jamais, ça n'a jamais correspondu à ce que je ressentais. Et finalement, j'ai vu quelqu'un qui parlait de ça, qui parlait de cela comme un symptôme de shutdown. C'est pas parce que vous voulez mourir, c'est que vous êtes tellement débordé, submergé que vous ne pouvez plus rien faire. C'est votre façon de votre cerveau de répondre à cela, c'est la seule autre option. Et soudainement, subitement, ça a clarifié beaucoup de choses pour moi parce que dans le post que j'ai vu ça, quelqu'un parlait du fait qu'il allait prendre une sieste, et il se réveillait en se sentant pas très bien, mais un peu mieux. L'idée suicidaire et la suicidalité, comme on dit, c'était dissipé. Et ça a cristallisé quelque chose pour moi parce que j'avais des conversations avec mes rencontres en matière de santé mentale où il y aurait un questionnaire sur des niveaux des suicidaires et de dépression sur une échelle de 1 à 10. Alors, j'arrivais toujours avec un 4 ou 5 et je me sentais bizarre, mais je n'ai jamais compris parce que c'est pas comme ça que la dépression fonctionne pour la plupart des gens. La dépression ne bascule pas, on ne peut pas tourner un commutateur pour la faire disparaître en prenant une sieste. Et donc, c'est un processus constant d'apprendre, de s'auto-diagnostiquer en tant qu'autistique. C'est un processus d'apprendre à propos de moi-même, alors qu'une grande partie de moi-même a l'impression qu'il n'a pas compris le monde, on ne comprend pas le monde. Mais tout ça, là, ce cerveau autistique, c'est une façon de dire que je n'ai pas de diagnostic officiel. Et je suis limité dans ma capacité d'obtenir un diagnostic officiel parce que je masque très fortement, partiellement à cause des traumatismes et d'avoir grandi avec des abus et des mauvais traitements. Aussi, partiellement parce que je pense à mon masquage. Quand on parle de masquage, on dit que c'est la façon dont les personnes autistes se masquent et adoptent des maniérismes neurotypiques. Pour moi, c'est aussi un phénomène d'écho. Alors, j'imite d'autres personnes autistes quand j'imite les bruits qu'ils font. Je me suis aperçu ça à quelqu'un qui avait un bégaiement très fort. J'ai commencé à bégayer très fortement. Je me sentais très mal. Et je me suis dit, c'est plus qu'un traumatisme, tout ça. En tout cas, moi, j'ai essayé 2, 3 fois d'avoir un diagnostic et j'ai été diagnostiqué de façon différente. Anxiété, j'ai été voir un psychiatre à un moment donné qui m'a dit il n'y a pas vraiment de différence dans la façon dont on traite l'anxiété sociale. Donc, ça ne sert à rien de diagnostiquer quelque chose d'autre. C'est devenu très courant. Vous êtes bonne, vous parlez bien, vous avez des bonnes expressions faciales et donc, euh, je m'avance dans l'intersectionnalité ici. Donc, comme j'ai dit, j'ai grandi dans l'entourage rural. Je n'avais pas accès à des psychologues qui connaissaient très bien, qui s'y connaissaient suffisamment pour diagnostiquer de l'autisme chez des gens qui n'étaient pas des jeunes garçons autistes avec un type particulier de présentation. Mais aussi, qu'est-ce qui alimente le fait d'être autiste et le fait d'être non diagnostiqué? Ça a compliqué mon accès au diagnostic sur la douleur chronique parce que je ne performe pas aussi bien que je peux. Je ne peux pas masquer très bien et sembler neurotypique de plusieurs façons. Je parais très calme à l'extérieur, mais quand je suis en détresse, j'ai tendance à devenir très calme ou hyper verbal. Ça explique les choses
ça me mène à être perçu comme un hypochondriaque, quelqu'un qui a trop regardé sur Google les différentes maladies. Alors, vous savez, tout ça pour dire que ma vie est devenue définie par un cheminement diagnostic complexe et vraiment, je suis sous-diagnostiqué. Bon, j'ai beaucoup radoté, j'ai beaucoup parlé, mais enfin, je vais revenir à Caitlin maintenant. Caitlin ou Lindsay? Oui, je peux intervenir si tu ne veux pas le faire, Caitlin. Et peut-être, bon, tout de suite, bon, Alex, merci beaucoup d'avoir partagé tellement de morceaux de ton cheminement et de ton expérience vécue. C'est tellement, c'est un privilège d'être dans cet espace avec tout le monde qui est ici et d'être capable de parler de neurodivergence et de douleurs chroniques de façon intermittente comme on veut le faire aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que Jenny a fait une excellente présentation. Au-delà de mon incapacité à marcher dans des de ne pas marcher dans des murs, et je vis avec la douleur chronique et ça a commencé à affecter chaque aspect de mon être il y a environ 5 ans. Et ce que j'espère faire ici, c'est non seulement de parler de mon expérience vécue du côté du diagnostic et de quoi a eu l'air ce cheminement pour, à la recherche d'un diagnostic, mais aussi comment le sexe et le genre ont joué un rôle dans tout ça. Donc, je veux marcher à l'intersection de la façon dont ça peut aggraver les défis, la difficulté d'obtenir un diagnostic, mais aussi de quoi ça peut avoir l'air d'essayer de traverser la vie de tous les jours, tout simplement. Donc, ma douleur chronique a commencé à affecter chaque aspect de ma vie il y a environ 5 ans. Si quelqu'un peut penser à ce qui se passait il y a 5 ans, on était en plein milieu de la pandémie. Il y a beaucoup de choses qui se passaient. Il y avait une grande quantité de stress et je gardais beaucoup de ça à l'intérieur de mon corps. Et très certainement, je suis une de ces personnes qui croient fermement qu'il y a une boîte à outils de douleur chronique. Et à un moment donné, j'étais à un rendez-vous thérapeutique un jour et mon thérapeute a dit, avez-vous déjà pensé au TADA, le trouble d'hyperactivité avec déficit d'attention? J'avais jamais pensé au TADA, j'avais jamais pensé à la neurodiversité, malgré le fait qu'il y a des gens qui travaillent avec des gens qui sont sur le spectre de l'alcoolisme fœtal ou du FASD. Mais comme mon thérapeute le savait, il y a 2 ans, mon épuisement qui n'arrêtait jamais, elle avait entendu parler de tous mes commentaires sur mes problèmes avec la fonction exécutive, mon perfectionnisme, un manque de perception de la profondeur et de mes sensibilités sensorielles. Mais la réalité, c'est qu'elle n'a jamais été témoin de ces choses-là. Elle n'a juste entendu mes récits, parce que je ne laisserai jamais personne observer aucune de ces choses-là. Mon partenaire est la seule personne qui m'a jamais vu mes meltdowns, mes effondrements. Mais elle avait entendu parler, mais elle comprenait. Et moi, je suis une chercheuse en santé. J'appuie les gens qui sont neurodivers. Je fais de la recherche sur les médias sociaux, la représentation de ces gens-là dans les médias sociaux pour le TADA et le trouble déficit d'attention. Ils sont très différents. Ça, si vous n'avez jamais regardé TikTok. J'ai toujours été hésitante avec l'autodiagnostic parce que je me sentais inconfortable parce que c'est le paradigme dans lequel j'ai été élevé et dans lequel j'ai grandi. Alors, je voulais commencer, quand j'ai commencé mon cheminement, je regardais tous les outils validés pour les adultes. Il y a un trouble de déficit d'attention avec hyperactivité. Rien euh, ne suggérait que je devrais avoir une évaluation ultérieure. Mais alors là, j'ai pensé un peu plus à la neurodiversité. J'ai pensé à toute seconde, dans chaque seconde de chaque jour. J'ai fait des dépistages validés pour le déficit d'attention. Et chaque dépistage suggérait que je devrais courir pour aller avoir une évaluation. Mais on m'a dit que il y a seulement des personnes neurodivergentes qui deviennent fixées sur la possibilité qu'elles soient neurodivergentes. Et Caitlin, en tant que clinicienne, tu peux me dire si c'est vrai ou pas. Mais c'est quelque chose qu'on m'a dit beaucoup dans mes cercles, des cliniciens, des chercheurs et d'autres personnes neurobizarres. Ces mots-là sortent beaucoup. On en parle beaucoup, alors je reste là avec ces mots-là tant que tu m'aurais pas dit que j'ai tort, hein. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui se produit ici. Parce que on est à un endroit où il y a beaucoup de femmes adultes comme moi qui maintenant se font diagnostiquer.
ou se demandent si on ne serait pas neurodivers, neurodivergent. Et beaucoup de ça, c'est arrivé dans l'histoire de la recherche en santé. C'est pas avant les années 90, c'est pas avant 1997 que les femmes devaient être représentées dans la recherche en santé au Canada. Donc, c'est pas une surprise que les femmes milléniales, comme moi-même, étaient enfants lorsque le changement s'est produit. Maintenant, c'est pas surprenant qu'on se demande si on est neurodivergent. Il y a tellement de conditions neurodiverses, comme le déficit d'attention avec hyperactivité, qui sont visionnés comme des hommes. Alex en a parlé, il y a cette représentation très blanche et très masculine, hein. C'est une, c'est parce que les femmes n'étaient pas dans la recherche. La recherche, que ce soit en neurodiversité ou en douleur chronique, c'était fondé sur des hommes et des corps masculins. Et là, on commence à voir un peu de quoi ça peut avoir l'air, la neurodiversité parmi les jeunes filles, les hommes et les garçons, les femmes et les filles, et on commence à voir des expériences de neurodivergence et de douleur chronique parmi les personnes trans et de divers genres on s'attend qu'ils puissent naviguer dans un système traumatisant très cisnormatif qui n'est pas inclusif, qui n'est pas représentatif et qui ne comprend même pas comment le sexe d'une personne, son anatomie, sa physiologie et ses hormones et son genre, que ce soit son identité, les normes, les rôles, les institutions dans lesquelles elles vivent. Tout ça doit être compris. Les deux doivent être compris. Les deux, il faut les explorer et il faut y répondre. Alors, dans les systèmes de soins de santé peuvent à peine suffire à savoir lorsque la congruence est là. Imaginez-vous quand il y a de l'incongruence. Les systèmes de santé ne sont pas faits pour les intersections d'identité. Et ces systèmes ne sont pas faits pour les personnes qui ont des douleurs chroniques, ils ne sont pas faits pour des personnes neurodivergentes et ils ne sont certainement pas faits pour des personnes qui dévient du corps standard qui est un corps masculin d'un homme blanc. Et même si la recherche est en train de changer, ce n'est que tout récemment qu'on a commencé à voir certains déplacements, certains changements. On a commencé, par exemple, à inclure des femmes. On a commencé à inclure des gens trans et de diversité de genre. C'est minimal. C'est souvent trop blanc. C'est pour ça qu'on n'a pas une bonne représentation exacte des expériences vécues de personnes racisées qui ont des obstacles supplémentaires aux soins, y compris des obstacles à recevoir un diagnostic. Et donc, je vais continuer de parler un peu de mes expériences et de ma recherche. Je suis une chercheure en domaine de la santé des femmes. Je suis aussi une femme cis. C'est un peu la lentille à travers laquelle je vois ces questions. Et ce sont les lentilles à travers lesquelles j'ai navigué dans mon propre cheminement diagnostique. Mais certaines des choses qui me sautent aux yeux pour moi, et Alex, encore une fois, tu as fait une très belle introduction à tout ça ici, c'est que les conditions neurodivergentes ont aussi des présentations genrées différentes. Par exemple, une femme qui a un déficit d'attention vont plutôt avoir des symptômes d'inattention plutôt que des symptômes d'impulsivité ou d'hyperactivité. Les gens qui ont des troubles de déficit d'attention vont souvent internaliser des symptômes comme l'anxiété, la dépression, les troubles alimentaires et l'automutilation. Et les stéréotypes genrés affectent tous les gens dans les médias. C'est souvent des hommes qui jouent des rôles de neurodivergentes fictifs, souvent des types autistes. On a eu Sheldon Cooper dans Big Bang Theory, on a Sean White, on a Sean Murphy dans The Good Doctor, le bon docteur. On a aussi Sam Gardner sur Atypical. Là, on a une présentation unique avec une seule vue de ce que ça veut dire que d'être neurodivers, de ce que ça veut dire que d'être autiste. Donc, les femmes sont sous-diagnostiquées, mal diagnostiquées et mal médicamentées sans que leur neurodivergence ne soit reconnue parce qu'ils n'ont pas des traits stéréotypiques et tout ça, et culturellement, c'est codé comme étant masculin. Et quand on essaie d'apparier la composante du genre plus neurodiversité, et ensuite, si on ajoute la douleur chronique en plus, eh bien, on voit à ce moment-là encore plus de complications. Comme avec la douleur chronique, les femmes neurodivergentes cachent leurs différences pour éviter d'être perçues comme différentes, pour éviter l'exclusion sociale. Elles vont internaliser des troubles comme l'anxiété et la dépression et elles peuvent également subir des douleurs plus intenses à cause de cette interne,
et ça peut augmenter les troubles mentaux et des conditions associées comme la douleur chronique. Tout ça est interrelié étroitement. C'est pas seulement le genre, c'est également le sexe qui compte. La neurobiologie, par exemple, est un enjeu important. Les femmes neurodivergentes ont une incidence plus élevée d'anomalies neurologiques qui peuvent donner lieu à des migraines. Certaines études montrent que les patientes souffrant de fibromyalgie qui sont des femmes qui ont plus de caractéristiques neurodivergentes euh, sont plus à risque de comorbidité et certains de ces troubles sont surreprésentés chez les femmes neurodivergentes. Alors, une quantité disproportionnée de femmes neurodivergentes souffrent de douleurs chroniques et de TDAH ou d'autisme. Alors, il faut avoir une vue globale de la situation. Et ensuite, les hormones jouent un rôle important. Jouent un rôle important dans la recherche sur la douleur chronique. Quand il y a une suppression ou un ajout de certaines hormones, ça peut exacerber la douleur chronique, ça on le sait. Et ça se passe chez les personnes neurodivergentes. Il y a des périodes comme la puberté ou la ménopause où il y a des grands changements dans la proportion d'hormones et ça peut euh, rendre la situation plus difficile pour les femmes, les empêcher d'utiliser les stratégies de simulation qu'elles ont créées et élaborées au cours de leur vie à cause de ces changements d'hormones. Alors, ça nous revient au diagnostic. Dans mes études sur la douleur chronique et la santé mentale, je constate toutes les façons dont les femmes sont rabrouées, mal diagnostiquées, euh, non crues. Donc, pour ces femmes, ça peut être traumatisant, mêlant, et ça peut empirer tous les symptômes de ces femmes. Et moi, j'étais très chanceuse de nombreuses façons. Je suis allé voir mon médecin, j'avais besoin d'une référence à un spécialiste. Elle m'a donné cette référence, elle m'a référé immédiatement. Mais quand je suis retourné 2 ans plus tard et je lui ai dit, lui demandé si je pouvais subir une évaluation d'autisme, elle a dit non. Alors, je suis retourné vers mon médecin l'année d'après. Elle m'a dit, tu as l'air bien. Pourquoi est-ce que tu as besoin de cette évaluation d'autisme? Et l'année d'après, je suis retourné et enfin, elle m'a donné en fait, la permission, elle m'a référé, elle m'a averti que je serais sur une liste d'attente et j'attendrai longtemps. Mais c'était pas nécessaire de me dire, en fait, de tenter de me convaincre de ne pas aller voir un médecin spécialisé en autisme. Alors, mon médecin ne comprendra jamais à quel point l'autisme a touché ma vie. Elle ne comprend pas la sensibilité à la réjection. Elle ne comprend pas la situation. Elle ne comprend pas les enjeux, les tenants et aboutissants. Donc, j'ai été référé, mais je ne saurais pas si j'ai un diagnostic officiel. Je n'aurai pas de diagnostic officiel avant au moins 3 ou 4 ans de plus. Et ça fait 3, 4 ans que j'essaie d'avoir cette référence à ce spécialiste. Alors moi, je ne fais pas de militantisme pour moi-même, mais nous, personnes qui vivons avec la douleur, pour nous, c'est épuisant, surtout lorsqu'on est neurodivergente. Et la réalité, c'est que c'est notre corps qui sait. Notre corps le sait davantage qu'un spécialiste externe. Donc, il y a une intersectionnalité de la catégorie sociale, le genre, le sexe. Ce sont des intersectionnalités qui peuvent compliquer les choses. Et on vit dans un monde où on doit s'autodiagnostiquer parce qu'on n'a pas les réponses à nos questions en temps et lieu. Et on doit gérer nos réalités quotidiennes. Alors, on va chercher notre diagnostic nous-mêmes. Et ça, c'est normal. Il faut trouver des moyens de naviguer à travers les soins, qu'on ait un diagnostic ou non, bon nombre des traitements, des techniques de gestion et des approches neuro-affirmatives euh, sont, peuvent être efficaces pour vous. Alors, j'espère que ça peut vous permettre de vous valider et de jeter une lumière plus crue sur ce que l'absence ou la présence de diagnostic peut faire
et ce que vous pouvez faire. Et ce que vous faites, c'est normal, c'est bien lorsque vous allez chercher votre diagnostic vous-même. C'est un autodiagnostic, c'est mieux que rien. Alors, on fait beaucoup de travail. Et c'est mieux que rien et ça peut nous permettre de survivre plus avant, d'aller plus loin, d'améliorer notre situation, de s'informer. Et il y a des troubles chroniques, des comorbidités, des affections de santé mentale qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et on navigue à travers tout ça et on cherche un chemin à travers cette intersectionnalité. J'ai une demande. Et c'est pas nécessairement quelque chose qui a été mentionné dans la section questions-réponses ici, mais Alex, Lindsay et Caitlin, si vous avez des ressources fiables que vous accepteriez de nous communiquer dans le chat, ça serait utile. On pourrait les compiler et les fournir à notre auditoire aujourd'hui et plus tard. Donc, on parle d'approche neuroaffirmative avec Caitlin et on parle des expériences d'Alex aujourd'hui, de Lindsay aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions pour vous, surtout Caitlin dans le chat et on y vient. Mais avant, j'aimerais savoir comment vous allez, comment vous portez-vous, quelle est votre expérience de navigation, euh, vous, dans votre vie, votre pratique et au sein des communautés que vous servez. Merci de m'avoir invité. Eh bien, Alex et Lindsay ont parlé de leur histoire personnelle et ce qui me marque, c'est les ressemblances entre leur vie et celle des jeunes personnes qui sont dans l'étude sur laquelle je travaille, qui naviguent euh, parmi l'intersectionnalité de la douleur chronique et la neurodivergence ou la neurodiversité. Et quand on parle à ces jeunes, certains d'entre eux ont reçu un diagnostic lorsqu'ils étaient nourrissons, d'autres l'ont reçu lorsqu'ils étaient au début de la vie adulte. Et ce processus de recherche de diagnostic pour la neurodivergence et la douleur chronique inf- est influé par toutes ces intersectionnalités qu'on a mentionnées. Et le diagnostic qui vient en premier semble jouer un rôle sur le résultat de cette trajectoire. Il y a beaucoup de jeunes qui disent qu'ils ne parlent pas de leur neurodiversité avec leur médecin de famille ou leur fournisseur de soins de santé à cause de la peur d'être stigmatisé, que ce médecin les réduise à cette seule euh, réalité et qu'ils refusent de les traiter. Donc, souvent, ils disent, je dois aller voir le médecin avec un expert, sinon mon médecin ne prendra pas au sérieux. Alors, pour moi, c'est très difficile à entendre. C'est moi qui mène cette étude. Je travaille dans le système de santé également et j'utilise le système de santé. Alors, ça me fait du mal de prendre connaissance de cette réalité. Je vois les torts qui sont causés avant même qu'une personne entre dans une clinique. Et ce qui m'a vraiment marqué dans ce travail, c'est que souvent, on a l'impression que les personnes neurodivergentes ne comprennent pas les interactions sociales. Mais moi, j'avancerais que les personnes neurodivergentes comprennent mieux les interactions sociales que la plupart des gens. Et ils comprennent les nuances de ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent dire et comment ils doivent se comporter pour obtenir les soins qu'ils méritent. Et ça vient avec une quantité immense d'émotions, de travail, de fonctionnement exécutif. Et même simplement ce processus de franchir le pas de la porte de la clinique. Alors, il y a énormément d'efforts derrière tout ça, derrière ces choses qui semblent simples. Aller voir le médecin. Alors, les personnes neurodivergentes ou neurodiversifiées qui ont de la douleur chronique, eh bien, sont à une intersection euh, des difficultés. Alors, ça prend beaucoup de courage. Alors, j'apprécie beaucoup que vous nous racontiez vos histoires. Et il y a une chose qui me rassure, c'est que nos études nous disent la même chose que vous. Et alors, ça me rassure beaucoup. Je crois qu'on est sur la bonne voie dans nos recherches. Ensuite, la prochaine question, c'est qu'est-ce qu'on y fait? Parce que bon nombre des problèmes qui sont mentionnés, euh, si on a un clinicien neuro acceptant, eh bien, on va
être pris en charge. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les autres qui ne reconnaissent pas notre neuro-réalité? Et c'est difficile de fournir des soins axés sur des données probantes alors qu'on manque cruellement de données probantes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Jenny. Je suis peut-être parti sur une tangente. Une tangente tout à fait légitime. Merci. Vous parlez de la compréhension des jeunes, des situations sociales chez les jeunes. Et Alex et Lindsay, je vous voyais faire oui de la tête assez intensément. Dans une de nos conversations précédentes, on a fait référence au tort. Le tort est causé dans des contextes cliniques. Et il y a des espaces où la thérapie comportementale cognitive est appropriée. Il y a d'autres espaces où elle ne l'est pas nécessairement. Et Caitlin, dans votre pratique, vous prenez ce modèle de thérapie cognitive thérapeutique comportementale et vous l'appliquez avec vos patients. Mais certains patients ont eu de mauvaises expériences. Alors, je crois qu'il faut en parler. J'aimerais qu'on en parle dans les 6 prochaines minutes avant de passer à la période des questions. Que sont les possibles et comment travailler avec ces ressources? C'est une question d'envergure. Mes excuses, mais on veut savoir. Eh bien, mes expériences ont été façonnées par le fait que je n'ai pas de membres de ma famille que je peux amener avec moi à la clinique. Je n'ai pas de partenaire dans ce domaine. Encore une fois, quand j'ai grandi, j'avais pas d'amis. J'ai eu des relations abusives, destructrices avec les gens dans ma vie en général. Et j'ai l'air très normal euh, dans ma vie professionnelle. Et lorsque je décris ma vie personnelle aux gens, ils sont complètement abasourdis. Ils savent pas quoi dire ou comprendre que je ne vois personne régulièrement. Mon meilleur ami vit au Royaume-Uni, mais mes amis les plus proches sont à 3 heures de chez moi. J'ai pas de personne ressource d'urgence. Je vais chez le médecin et il y a personne qui peut euh, m'aider, militer pour moi. C'est une des raisons pour lesquelles je suis dans cette situation. J'avais personne, lorsque j'étais enfant, qui a agi comme un parent avec moi. Alors, j'ai dû trouver mes propres solutions. Et souvent, en fait, je suis pas d'accord avec l'autogestion, mais je pense que la responsabilité de l'autogestion, lorsque c'est un outil utilisé par la clinique pour déléguer des responsabilités pour que les gens qui souffrent de douleur euh, s'appliquent des soins eux-mêmes. En fait, c'est un peu ça, selon moi, c'est instrumentalisé par la clinique pour se décharger de ses responsabilités. Alors, là où j'ai fait le plus de progrès dans mes soins à moi, c'est quand je me suis rendu compte que souvent, je suis ma seule ressource et je dois me défendre par moi-même et régler mon problème moi-même. Alors, j'ai fait du biohackage. Bon, c'est controversé, c'est un risque que je prends régulièrement, mais moi, je parcours les médias sociaux et j'utilise mes ressources physiques et psychologiques pour évaluer certains enjeux cliniques, certaines solutions. Alors pour moi, il s'agit de trouver des choses qui sont en ligne avec mon expérience et je tire parti de ma capacité de sortir des sentiers battus et comprendre ce qui se passe dans mon corps, trouver des solutions qui fonctionnent pour moi. Alors, c'était une aventure d'apprentissage. Pour moi, c'est moins une régulation émotive, mais plutôt sensorielle. Ça a été une révélation pour moi. Parce qu'on met l'emphase dans l'autogestion de la douleur sur la gestion ou l'autogestion des émotions. Et ça me dérange parce que comment est-ce qu'on est censé faire, nous, les personnes neurodivergentes,
vivant dans un monde capitaliste avec la douleur chronique, comment est-ce qu'on est censé de gérer notre niveau de stress? Comment est-ce que ça peut être possible? Il s'agit de, en fait, on est en train de punir la victime, c'est ce qu'on fait. Alors ça, vraiment, ça me dérange. Et la régulation des émotions, encore une fois, on est à l'intersection de la neurodivergence et de la douleur chronique. Souffrir de douleur, c'est une entrée de données sensorielles. On est dans... Et lorsqu'on souffre de douleur non gérée, sans arrêt, peut vous, en fait, déclencher un burn-out autistique. Et ça perpétue le cercle vicieux. Donc, moi, j'ai tendance à rationaliser mes émotions. Ça me coûte beaucoup d'énergie et m'embarque sur des cycles de rationalisation euh, précipité de mes émotions. Ça m'aide pas. Pour moi, la rationalisation, eh bien, est trop intense. Alors, il s'agit d'utiliser des pratiques somatiques. Alors, écouter des vidéos ASMR, ça peut être utile. Les lumières éteintes. Alors, quand je suis submergé, je prends une pause proactivement de 20 minutes. J'éteins les lumières. euh, je me couche sous une couverture à poids, une couverture lourde. Et c'est ma façon de me gérer. Et c'est difficile de trouver son rythme. Je cherche des moyens de faire ces exercices dans ma journée. Je ne me mets pas de pression. Je n'essaie pas d'être meilleur dans ça. Parce qu'encore une fois, le stress euh, causé par la tentative d'être parfait, ça ajoute encore plus de stress qui augmente la charge cognitive, qui exacerbe la douleur. Alors, s- il s'agit de expérimenter et j'utilise une approche psychosomative et je voulais dire à Desmond qu'on voulait avoir l'occasion de parler des exercices d'apaisement des traumatismes. C'est une des modalités sur lesquelles j'ai travaillé avec Desmond, pas autant que j'aurais voulu parce que il y a des exigences dans la vie. On travaille à temps plein, on est dans le capitalisme, on a des euh, rendez-vous chez le médecin. Mais ce que j'ai trouvé très utile, c'est cette modalité qui, selon moi, fait du sens au point de vue conceptuel. Et j'ai dû m'enseigner à trouver des trucs pour gérer justement ma douleur en fonction de mon degré d'énergie. J'ai encore besoin de médicaments, oui. J'ai besoin de plus de médicaments que ce qu'on essaie de me prescrire. Mais j'ai tous ces outils, toutes ces techniques que j'utilise qui m'aident. Caitlin, il nous reste quelques minutes. J'aimerais avoir votre point de vue. Merci énormément. Une des choses qui est difficile dans ce travail, c'est que souvent, ce qu'on doit faire d'abord avant tout, c'est reconnaître les torts causés par le système de santé et qu'il a causé, qu'il continue de causer. Et on peut avoir un fournisseur de soins de santé bien intentionné, très compétent, mais souvent, ce fournisseur de soins utilise de l'information qui ne représente pas les personnes neurodivergentes ou neurodiversifiées. Et on a fait une revue récemment de la littérature euh, en recherche pédiatrique. Et on se penchait sur ce qui est considéré comme les preuves reconnues utilisées pour le traitement pédiatrique. Euh, et dans toutes ces études, on n'a trouvé aucune représentation de personnes neurodivergentes. Alors, il s'agit de traiter les personnes neurodivergentes, mais ces études ne portent pas, n'utilisent pas de sujets neurodivergents pour trouver des résultats sur les personnes neurodivergentes, ce qui n'a aucun sens. Alors, le travail qu'on fait avec mon groupe, c'est de créer plus d'occasions de participation accessibles pour les jeunes dans les études en santé, euh, pour permettre aux personnes neurodivergentes de participer à ces études pour qu'on ait davantage de données probantes. Alors, quand je parle
aux auditoires et cliniciens euh, qui utilisent ces études, mais j'ai l'impression qu'ils s'attendent à ce que je leur suggère des choses complètement révolutionnaires. Mais j'en reviens toujours à ceci et je leur dis, c'est incroyable à quel point des changements mineurs dans notre approche à un patient ou dans l'environnement clinique ou dans notre façon de concevoir une approche thérapeutique peut avoir un effet bénéfique lorsqu'on commence par reconnaître les besoins, les expériences, les perspectives de cette personne. Alors souvent, je constate que ce pourquoi je milite, c'est euh, qu'on commence par des soins axés sur le patient et qu'on commence par écouter le patient et écouter ses demandes. Et c'est frustrant. Euh, donc, il y a une certaine... en fait, les gens sont sur les défensives lorsqu'on demande de la clarté, des processus clairs, parce que ça ajouterait des changements, ça complexifierait les études ou les soins. Et ça exige que les gens posent des questions, écoutent réellement leurs patients. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Alex. Un des écarts dans nos traitements, c'est la réalité des personnes neurodivergentes. Et dans les données qu'on a recueillies récemment sur les jeunes et jeunes adultes autistes, on a constaté que la sensitivité et la recherche de sensations sont associées avec des expériences de la douleur qui ont lieu dans la même journée. Alors, nous, les cliniciens, on ne reçoit pas de formation là-dessus. Et lorsqu'on parle de recherche de sensations, eh bien, c'est considéré comme une pathologie. Alors que lorsqu'on parle à ces jeunes, ce qu'ils nous disent, c'est que ce qui semble être une blessure auto-infligée est plutôt une tentative de gérer leur propre douleur en se donnant des stimuli sensoriels. Alors, un clinicien peut voir un comportement d'automutilation, alors que il ne s'agit pas d'automutilation, c'est plutôt une tentative pour le jeune, de la part du jeune, de gérer ses sens ou d'explorer ses sens, justement. Alors, c'est impossible de créer des trajectoires de soins pour ces jeunes sans comprendre cette réalité. Et dans le monde clinique et le monde de la recherche, on a besoin d'un dialogue plus ouvert entre les personnes qui travaillent avec la douleur chronique et ceux qui travaillent avec la neurodivergente parce que traditionnellement, il n'y a pas vraiment de courroie de transmission entre les deux. Ça travaille en silo. Et on a besoin de plus de euh, personnes ayant l'expérience de ces enjeux dans nos études parce que j'aimerais qu'à la fin de la carrière, je puisse dire que j'ai confiance en les soins axés sur les données probantes parce que ces données probantes existent déjà. 7 minutes. J'ai du mal à ouvrir la section questions-réponses. Il y a une question qui porte sur quelque chose d'intéressant. Il y a d'excellentes questions. L'une portait sur la gestion des traumatismes psychologiques et la détresse et comment ça peut exacerber la douleur chronique chez les personnes neurodivergentes et vice-versa. Mais sachez que toutes les ressources qu'on trouve aujourd'hui ou plus tard, on les mettra dans le site Zoom sous la bannière Douleur Canada. Vous y aurez accès. Ça inclut toutes les études exécutées par Lindsay. On a quelques vidéos YouTube, Caitlin, fournies par Caitlin, Alex, tout ce que vous venez de mentionner sur... allez-y, oui, ça s'appelle. C'est de Ethan Marcotte. You deserve a tech solution. Donc, je pense que c- ça résonne quand même pour moi. Et on vient de me dire qu'on peut créer une section des ressources dans notre page de la conférence. Alors, vous n'aurez pas besoin de chercher partout, vous les trouverez à cet endroit. J'aimerais remercier les gens
qui nous ont fait part de leur expérience dans la section questions-réponses. Vous nous avez partagé des choses touchantes, lourdes sur les défis auxquels vous avez fait face, vos peurs, votre désespoir. Et on réussit à répondre tant soit peu à vos questions. Eh bien, on espère que ça peut vous aider. Parfois, vos questions sont si complexes qu'il faudrait qu'on passe quelques heures à étudier votre situation pour vous répondre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas vu ou lu vos questions. Et on va enregistrer la section questions-réponses. On se penchera sur vos commentaires et questions et ça nous permettra d'ajouter des ressources supplémentaires dans cette section ressources du site de la conférence. Quelqu'un pose une question sur le soutien par les pairs, eh bien, je peux vous en parler. Il y a des groupes de soutien par les pairs disséminés partout au Canada, travaillant sur la douleur chronique. Je ne connais rien lié directement à la neurodivergence. Je sais qu'une des animatrices est neurodivergente. Donc, je sais que PNBC a beaucoup de groupes d'affinités, groupes identitaires. Et ensuite, il y a le portail Power Over Pain, qui est la plateforme ou la plaque tournante pour tous les groupes de soutien par les pairs qui existent au Canada, comme le Réseau de la douleur dans l'Atlantique, mais qui fournit des ressources et du soutien aux quatre coins du Canada. PNBC porte son action sur la Colombie-Britannique et il y a des endroits où on peut se retrouver, rencontrer des gens. Et vous avez parlé justement de la dissimulation, une technique utilisée par de nombreuses personnes neurodivergentes souffrant de douleurs chroniques. Alors, je pense que tout le monde se reconnaît un peu dans ces histoires. Et c'est justement à ce réseautage que servent ces groupes de soutien. Est-ce que vous avez un mot de la fin avant qu'on passe la parole à Therese? J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de questions sur les traumatismes. Je pense que c'est très important de reconnaître le traumatisme et ça nous ramène encore à l'importance d'avoir une perspective intersectionnelle. Parce que le traumatisme peut influencer la neurodivergence, vice-versa, et ça peut avoir des ramifications imprévues selon le sexe et le genre. On ne peut pas avoir cette conversation sans reconnaître que le traumatisme euh, s'imbrique dans d'autres enjeux et crée une intersectionnalité. Merci de l'avoir mentionné. Comme Jenny l'a dit, c'est la première de nombreuses conversations, on l'espère. Le traumatisme est à cette prochaine étape intersectionnalité qu'on doit envisager, dont on doit tenir compte constamment. Merci, Lindsay. Caitlin, Alex, vous avez 45 secondes chacune, chers amis. Eh bien, étant neurodivergente, j'ai été distraite par la section questions-réponses, alors je vous laisse la parole, Lindsay. J'aime beaucoup faire partie de cette conversation. Merci de m'avoir invité. Merci pour vos excellentes questions. Je n'ai pas pu tout lire, mais je suis en train de le faire. J'apprécie beaucoup votre attention. Merci. J'aurais aimé que ce soit une plateforme sécuritaire pour les personnes neurodivergentes parce que mon cerveau tend à partir sur une tangente. Merci à toutes, Alex, Leslie, Lindsay, Caitlin, Desmond, Therese, et merci à chacun d'entre vous qui nous faisons des cœurs et des pouces vers le haut dans le chat. Et merci pour vos questions. Et merci pour les questions que vous n'avez pas posées. Merci d'avoir participé. Je vous repasse la parole, Therese. Ça a été une excellente discussion. Une grande partie du contenu qui a été présenté aujourd'hui
peut avoir rejoint les gens, mais vous devez faire ce qui est bien pour vous en ce moment. Si le contenu a déclenché des émotions en vous ou de la douleur, eh bien, n'hésitez pas à communiquer avec nos personnes ressources. Alors, merci à la conférencière. Vous êtes très brave d'avoir donné ces présentations aujourd'hui. Ça a été d'une grande utilité. Et c'est la fin de la conférence pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Demain à 10 heures, heure du Pacifique, et 11 heures, pardon, 1 heure ou 13 heures plutôt, heure de l'Est. Alors, soyez des nôtres demain. Après la fin de la séance, vous verrez un court sondage. On vous demande de prendre le temps d'y répondre. Ça nous aidera à améliorer euh, les conférences de l'avenir. Et on veut s'assurer que vous ayez voix au chapitre. Et c'est comme ça qu'on on va s'améliorer. Les vidéos seront publiées dans environ 2 semaines par Douleur Canada. Alors, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Merci et bonne soirée.